Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 des podcasts Team Quan. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Pascal Biojou, le fondateur de Sport Plus Conseil, une institution dans l'univers de l'événementiel sportif français. Ensemble, nous allons plonger dans les coulisses de son parcours exceptionnel. Sans plus tarder, embarquons dans cette passionnante immersion au cœur d'un sujet chargé de passion, de victoires, de défaites, mais surtout des plus belles émotions que nous font vivre le sport. Pascal Biojou, moi je dirige depuis longtemps T'as plus les dates en tête ? une société de marketing sportif, bon, après on va en parler, et notre cœur de métier aujourd'hui et depuis de nombreuses années, c'est l'événementiel, l'organisation événementielle dans l'univers du sport. Mais au début de l'histoire, donc moi j'étais passionné de sport parce que mon père était dans l'univers du basket et j'ai baigné dedans, le sport de haut niveau, Limoges, etc. Oui, et t'es originaire de Limoges, il faut le dire ça. Comment ? T'es originaire de Limoges. Originaire de Limoges, donc j'ai vécu tout ça dans l'ombre familiale, comment on monte un club, comment on développe avec les joies, les déceptions, les frustrations, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça m'a donné le virus du sport et dans mes études d'économie, j'avais choisi un sujet de mémoire qui était le sponsoring sportif. Alors c'était il y a très longtemps, et je me suis tellement passionné pour ça que j'ai pas fait mémoire. En fait, j'ai fait un bouquin et qui a été publié en 1983. Édition Dalloz, qui s'appelle Le Sponsoring, et c'est le premier bouquin en langue française qui traite de ce sujet, donc très précurseur. Ah oui, j'allais dire très précurseur. Ouais. Et dans le cadre du Centre de droit d'économie du sport. C'était aussi le prémisse du CDES à Limoges. Voilà. Et par rapport à ta passion pour le sport, ta première envie, alors on parle de Pascal jeune, enfant, c'était pas de devenir sportif par exemple ? Ou t'es tout de suite passé sur la passion du sport sans vouloir forcément pratiquer ? Moi j'ai fait du basket à haut niveau, c'est-à-dire en première division, sauf que ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai atteint mon seuil d'incompétence rapidement. Et donc, j'avais une vie d'athlète de haut niveau, je m'entraînais 2 fois par jour, etc. pendant 3 ans. Et puis après, il faut regarder les choses en face. J'étais barré par le niveau, donc j'ai évidemment choisi l'autre voie professionnelle. Ouais, je comprends ça. Et d'un point de vue études alors, si tu peux parler un peu de ton parcours d'études qui t'a amené jusqu'à monter ta société, en fait, c'est ça, j'ai fait ma maîtrise d'économie et qui s'est ponctuée par ce bouquin. Et ensuite, j'étais sur le marché du travail. Tout de suite, j'ai cherché à travailler dans le sport, mais c'était absolument pas à l'époque structuré comme aujourd'hui. C'était en fait l'époque de Jean-Claude Darmon. Jean-Claude Darmon, c'est celui qui a inventé les panneaux sur les stades, à Marseille d'ailleurs. C'est vrai, c'est lui qui a révolutionné le foot français. Et je me souviens, je l'ai appelé, il m'a fait un entretien d'embauche entre l'aéroport d'Orly et le Fouquet sur les Champs-Élysées, dans sa voiture avec un téléphone de voiture, ça n'existait pas, il y avait très peu de monde qui avait un téléphone dans sa voiture au début, dans ces années-là. Et il m'a dit, je te recrute, etc. Et puis j'ai pas eu le courage, en fait. Je me suis dit, mais qui c'est ce gars ? Et j'ai dit non. Et donc, je suis rentré dans l'univers bancaire, dans les produits boursiers, en fait. Pendant 7 ans, j'ai fait ça. C'était mon métier, en fait, l'économie. Et j'adorais ça, sauf que c'était pas ma passion. Et ouais, bien sûr, il te manquait le sport, quoi. Et il manquait le sport, et il est arrivé un moment où il y a eu une intuition qui était de créer une société qui travaille dans le marketing sportif du basket. Et donc ça, c'était 1990, création de Win Basketball. Avec l'intuition que le basket allait se développer. Donc l'intuition on s'est pas trompé parce que on a créé ça en mai 90. En 92, c'était les Jeux de Barcelone avec la seule Dream Team. Jordan, la vraie quoi. La vraie, mais c'était phénoménal dans les années 90 le basket. Et 93 Limoges champion d'Europe. Et on a surfé là-dessus. Et on faisait quelques événements et surtout beaucoup de régies commerciales. C'est-à-dire, à un moment donné, je travaillais avec 7 clubs simultanément, de l'équivalent de la Pro A ou de la Betclic Elite aujourd'hui, en régie commerciale, pour développer les ressources des clubs. C'était fonction commerciale, activation de partenariats, etc.
Et donc c'était intéressant, mais en même temps assez frustrant parce que quand on a affaire à un président de club, c'est jamais assez, quoi. Oui, bah bien sûr, j'imagine bien. Ouais. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, j'ai un peu fait le tour de la question et j'ai dit bon, soit je travaille pour moi, et donc Win Basketball au bout de 6 ans est devenu Sport Plus Conseil. Ouais, ok. Et j'ai transformé progressivement l'activité de régie commerciale pour une activité d'événementiel, en disant on va travailler en événementiel pour le compte de tiers, fédération ou ligue, où on va créer nos propres événements dont on va être producteur. Okay. Voilà l'histoire. Et c'est le Sport Plus Conseil d'aujourd'hui. Quand tu parles de régie commerciale à l'époque, donc le concept il est de trouver des partenaires pour des clubs, faire en sorte de pouvoir les afficher dans les salles, activer les partenariats, c'est ça? C'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça. J'avais un ou deux collaborateurs dans chaque club qu'il fallait animer et puis aller chercher des ressources. Okay. Et effectivement, mettre tout ça en place pour tous les matchs, etc. Ouais. Et alors, le passage à Sport Plus Conseil, c'est vraiment tendre vers plus d'événementiel, c'est ça? D'abord, c'est pas mettre tous ces zones dans le même panier, parce que l'intuition du développement du basket, ensuite la deuxième intuition, c'est que le basket allait plafonner. Ouais. C'est ce qui s'est passé. C'était des bonnes intuitions. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et donc, il fallait pas rester monoproduit. Il fallait élargir le spectre en termes de discipline, et également être plus indépendant par rapport à des clubs où effectivement, on te remet en question des contrats sur des performances commerciales, et on sait que c'est difficile à aller chercher des ressources. Et dans un club, on sait beaucoup dépenser, mais c'est difficile. Les budgets, les prévisionnels en début de saison au tableau noir, c'est facile, mais après, aller chercher les partenaires, c'est plus compliqué. C'est clair. Et donc, ça, j'ai continué à le faire, mais en choisissant vraiment avec qui je voulais travailler, et pas faire à tout prix de la régie. Donc on a fait beaucoup d'événementiel et en étant pluridisciplinaire, tu vois, et beaucoup moins de régie commerciale, et depuis plusieurs années plus du tout de régie commerciale. Ok. Et tu te rappelles ton premier événement ou tes premiers événements? Oui. Le premier événement, c'était un événement de basket. C'était le trophée Legrand. Ok. Qui était donc c'était à Limoges, Basket City. Ouais, ok. Et il y avait une entreprise du CAC 40, c'était Legrand, qui n'avait jamais mis aucun euro dans les sports de la ville, alors que c'est une entreprise qui a une taille incroyable. Et on avait réussi à convaincre un des vice-présidents du groupe de créer un tournoi d'avant-saison qui est devenu en 3 ans le plus gros tournoi d'avant-saison en Europe. Et on avait eu une des meilleures équipes italiennes, une des meilleures équipes espagnoles, Barcelone ou le Real. On avait une des meilleures équipes grecques, Olympiakos, Panathinaikos. On avait une équipe américaine, et etc. 6 équipes. Et Legrand avait des filiales fortes dans ces pays-là. Et en 3 ans, c'est devenu un événement très très important. Ok. Voilà, c'est le premier événement qu'on a organisé. Et alors, ça m'intéresse aussi le passage vers d'autres sports, du coup, parce que tu étais quand même spécialisé basket au début, pendant longtemps même, j'imagine. Comment tu as fait pour changer de sport, et quels ont été les premiers business dans le sport, on va dire? D'abord, c'est pas changer de sport, puisque le basket reste aujourd'hui nos assets importants. Oui, bien sûr. 30 ans après, on est toujours très très présent dans le basket, on pourra en parler sur nos activités. Et après, moi je pense qu'on peut pas partir dans toutes les directions quand on fait ce métier-là. Il y a un truc qui est la passion et l'intérêt qu'on a pour une discipline. Par exemple, les sports mécaniques, moi c'est pas mon truc. Je connais pas bien le milieu, je m'intéresse pas beaucoup, donc travailler dans un univers où tu as pas un peu les codes, la sensibilité, etc., c'est très compliqué. Par contre, moi je joue au tennis, en loisir, j'étais un petit joueur classé, et le tennis, j'adorais le tennis. Et donc ça m'a donné des idées de créer quelques événements, de démarrer une activité dans le tennis. Voilà. Et par exemple, tu avais un réseau déjà de tennis, ou c'était juste toi ta passion et tu as développé ton réseau comme ça? On a créé un premier événement qui était j'avais un petit réseau, j'avais des copains en fait. Mais après le réseau se développe. Oui, bien sûr. Et puis c'est parti d'une première idée qui était
C'était un dîner, souvent c'est ça, tu discutes avec quelqu'un, c'était un ancien arbitre de chess de Roland-Garros, Patrick Flodrops. Et il me dit, je reviens des États-Unis, là, j'ai vu un truc qui marche, qui est vachement sympa. C'est un tournoi de double familial, c'est-à-dire tu joues en double, tu joues avec ton frère, ou avec ton mari, ou avec ta femme, ton fils, contre d'autres paires de double familial, en non classé, etc. Double messieurs, double dame, double mixte. Ça marche et tout. C'est un événement très grand public. Je lui dis c'est bien, et puis et derrière, j'ai écrit on est parti à la feuille blanche, et puis on a écrit une formule, un projet, et après, on a trouvé quelqu'un pour être notre premier partenaire titre, pour financer la première édition, parce que le plus dur, c'est de lancer, bien sûr. Et c'est parti comme ça. Et l'événement, il existe toujours 28 ans après. On fait la 28e édition, là. C'est fou, ça. Et c'est trophée BNP Paribas de la famille, il y a 7500 participants chaque année, 60 tournois en France, 500 personnes la finale nationale. C'est de la folie, ça. Et comment tu les démarches à ce moment-là? C'est juste au culot, tu vas frapper aux portes et... De toute façon, quand c'est une bonne question, parce que des fois tu te prends des portes. J'imagine, bien sûr. C'est la loi aussi du nombre. Plus tu vois de personnes, plus tu as de chances de concrétiser. Moins tu envoies, moins tu as de chances de concrétiser. C'est aussi simple que ça. Mais si ton produit, si ton produit, il est pertinent dans le sens qu'il a un intérêt pour quelqu'un, et en l'occurrence c'était le cas, il n'y a pas de raison, il y a forcément quelqu'un qui va, à un moment donné, qui va s'intéresser à toi. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'était le groupe Allianz au départ qui nous a accompagnés, et puis depuis plus de 20 ans c'est BNP Paribas. C'est intéressant. Et alors, pour parler de la partie événementielle, tu dis que tu es parti d'une feuille blanche, tu as construit ton événement, et j'imagine que tu fais ça souvent, enfin en tout cas tu as dû faire ça souvent. C'est quoi la construction d'un événement réussi? Alors, il y a plein de sujets autour de ça, sur le fait que le plan, des fois, il n'est pas toujours... Mais construire un événement, pourtant, c'est quoi? C'est trouver une cible, une cible. Alors, des gens qui sont intéressés, puis après, comment on va faire pour construire un événement? Tu marches comment, en fait? Alors, il n'y a pas des événements... Il n'y a pas que des événements qu'on crée ex nihilo. Là, c'est le cas. Mais la plupart du temps, tu vois, un tournoi de tennis, c'est un tournoi de tennis. Il est inscrit dans un circuit, il y a un schéma. Et derrière, tu organises autour de ce schéma. Quand tu fais... le All-Star Game de basket, ça se rapproche un peu de ce que tu dis. Tu dois construire de A à Z. Oui, parce que avec Nike, 2002, quand on va voir la Ligue nationale de basket, le All-Star Game, plus personne voulait y aller. Plus aucun joueur. La dernière édition à Chalon-sur-Saône, il y avait 7 ou 8 joueurs de Chalon. Parce qu'il y a tellement eu de désistement. Et donc, quand on va voir la Ligue, on dit, on vous propose de faire le All-Star Game. Par contre, on veut être producteur, faire ce qu'on a envie de faire. Et vous nous laissez travailler. Et en fait, nous, on voulait faire le All-Star Game dont on rêvait. Tu vois. Et donc là, effectivement, tu fais ton projet. Et en fait, pour moi, la règle d'or, c'est de réfléchir à ce que ta cible, elle attend. Bien sûr. C'est-à-dire, ta cible, ça peut être les sportifs, ça peut être, je sais pas, mais c'est le public. Au final, pour le All-Star Game, par exemple, on prend cet exemple-là. Mais quand on se lève le matin, on réfléchit pour construire un événement pour que ça fonctionne. Quand on dit, il faut réfléchir à ce que le public a envie de voir, ça paraît évident. Mais ça l'est pas toujours. Je comprends ça. Quand tu travailles avec une ligue ou une fédération et que tu dois passer devant une commission avec des élus, etc., qui n'ont pas forcément la notion de tout ça, qui vont... tu dois engager un budget parce que toi, tu crois que c'est important, tu es sûr que c'est important pour que ça se voit, pour qu'il y ait de la satisfaction, donc pour que tu vendes tes tickets, pour que l'événement il soit vertueux, etc. Tu as affaire à des personnes qui... Et là, tu arrives à des compromis. Mais le compromis, c'est mou. Oui, c'est pas principe. Et ça se voit. C'est clair. Et tu fais... le spectateur, il vient moins, etc. Donc, la première chose, je pense, c'est vraiment ça, c'est de réfléchir à des choses toutes simples. Qu'est-ce que les gens ont envie? Et se remettre en question ensuite. Et du coup, tu me parlais du All-Star Game, c'est un sujet évidemment qui me plaît. Quand tu vas démarcher la Ligue à ce sujet, etc., donc tu viens avec une idée claire, genre nous on veut faire ça, etc., et tu arrives à les convaincre là-dessus? Non. Ou tu leur proposes une idée de peut-être qu'on va faire quelque chose et après ils t'ont laissé un peu carte blanche? Non, pourquoi ça a fonctionné? Enfin, une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné, c'est justement que
on avait une indépendance de décision. Ouais. Alors, dans le contrat que l'on avait, que l'on a toujours, on doit respecter la partie sportive, évidemment, mais une indépendance de décision sur tout l'environnement. Okay. C'est-à-dire, c'est un show de 3h40 avec des habillages. Bien sûr. Mais quand on a un budget lumière, il faut un budget lumière. Et oui, bien sûr. Oui. Et ça, plus ça additionné, fait que le souvenir que les gens en ont, quand ils repartent, ils racontent, ils ont tous en tête, ils disent ah tiens, j'étais au All-Star Game au réveillon, tu sais, 2 jours après, ils racontent, j'étais au All-Star Game il y a 2 jours, il y a ça qui était génial. Alors, ce qui était génial, c'est pas la même chose pour tout le monde. Et nous, ce qu'on essaie de faire, comme le public est transversal, c'est d'avoir à un moment donné un truc qui plaise à chacun. Pas forcément le même. Ouais, bah, ce qu'on appelle le souvenir plaisir. Ok, trop bien. Et le souvenir plaisir, c'est ce qui est en train de bouche à oreille, etc. Et qui fait que l'événement, moi, au bout de 5 ans, je me disais, mais comment on va faire pour pérenniser cet événement, et ça fait 20 ans que c'est guichet fermé. Et que c'est devenu une marque. C'est devenu une référence, bien sûr, clairement. Et donc, souvenir plaisir, c'est trouver un moment qui va plaire à des plus jeunes, puis après à des mamans, puis après à des papas, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Okay. Et quand on travaillait avec Nike sur l'événement, on a repris intégralement l'événement en 2014, mais quand on travaillait avec Nike, souvent on disait, ouais, c'est pas assez rap. Ouais. Et moi je disais, mais ok, il faut du rap, mais vous vous trompez. Le basket, c'est pas que du rap. Ouais. Il y a d'autres, voilà, il faut créer les ingrédients. Il faut pas être s'enfermer dans un truc. Ouais, et puis après, pas non plus transformer un truc trop urbain. Enfin, souvent le basket s'associe au rap, en effet, l'urbain, etc. Mais c'est vrai que ça reste grand public, tu vois. Enfin, j'ai remarqué que depuis quelques temps, le All-Star Game, c'est déjà, comme tu dis, une marque, il y a beaucoup de monde, etc. C'est beaucoup des familles, beaucoup des enfants, peut-être que des mamans qui n'ont pas forcément envie de... Mais alors moi j'aime bien le rap, attention, mais il faut pas être... Non, je pense que là aussi c'était je pense un raisonnement un peu caricatural, une vision, et donc voilà, il suffit de regarder d'ailleurs souvent, moi ce que je fais sur les événements qu'on fait, je regarde des photos du public. Ouais. Qui c'est, voilà, les gens à qui on a, parce qu'on te dit souvent, oui, il y a telle catégorie, moi j'aime bien regarder. Ouais. Oh bah, tu vois, s'il y a des femmes, s'il y a des hommes, s'il y a des vieux, des jeunes, des... Ouais. Et alors, globalement, donc, Sport Plus Conseil aujourd'hui, pour revenir sur quelque chose de plus général, c'est quoi un peu votre éventail d'activités? Donc, tu m'as parlé d'événementiel, mais c'est une boîte de marketing à la base, donc il y a peut-être d'autres choses aussi. C'est quoi votre éventail d'activités, on va dire? Alors, notre cœur de métier, c'est vraiment l'événementiel. Ouais. C'est un choix que j'avais fait, puis je me suis associé en 2015 avec Gaëtan Muller, et donc on a maintenu ce cap. On peut pas tout faire, au risque de faire mal. Ouais, donc nous, on est spécialisé sur l'activité événementielle, avec soit on travaille pour le compte de tiers, c'est-à-dire qu'on organise des événements pour ligue ou fédération. Par exemple, on travaille pour la Ligue de basket, pour la Leaders Cup qu'on avait créée, etc. Pour la Fédération française de handball, on fait ce qu'on appelle le Sport Presentation sur tous les matchs des équipes de France masculines et féminines en France. Ça fait une dizaine de dates chaque année, on fait ça depuis 12 ans. Sport Presentation, c'est un aspect qui est devenu important dans notre métier, je fais une parenthèse. C'est tout ce qui est présentation sportive, c'est-à-dire la présentation des joueurs, l'écran géant, le Master of Ceremony, les protocoles, tu vois, tout cet aspect-là. Tout ce qui habille un peu l'avant l'événement. Habillage, c'est ça. Coordination avec le topage télé, etc. Voilà. Donc on fait ça pour la Fédé. Là on est client, en fait, et on est prestataire, pardon, c'est nos clients. Et après, on a la deuxième partie, c'est la production d'événements. Quand on fait un tournoi de tennis, par exemple, on est producteur de l'événement. Quand on fait l'All-Star Game, on est producteur. Quand on fait un marathon, on est producteur. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'on assume le budget. C'est-à-dire quand on est prestataire, on est rémunéré sur honoraire, et quand on est producteur, eh bien, si on perd de l'argent, on perd de l'argent, si on gagne de l'argent, on gagne de l'argent, et on assume tous les risques inhérents à la production d'un événement. C'est comme un producteur de spectacle. Ouais, d'accord. Et en termes de répartition, vous êtes plutôt producteur ou plutôt prestataire? C'est variable? Aujourd'hui, on est plutôt producteur. Plutôt producteur, ok. Alors c'est pas un choix délibéré, mais et donc voilà, l'activité événementielle, c'est vraiment notre cœur de métier, sachant que quand on est producteur, forcément il y a la partie commerciale, donc on doit générer des ressources
pour financer nos événements, par définition. Oui, pour être... Donc là, on a une équipe commerciale aussi qui fait ça, puis on le fait un peu tous. Et puis on a un axe qu'on n'a pas développé, mais qui est la gestion d'image de sportifs. Donc on l'a fait avec Joe Tsonga pendant 3 ans, mais parce que Joe, il y avait un contexte, parce qu'il voulait créer des camps de tennis, un peu comme les camps de basket, et on lui a créé ces camps, etc. Et puis on l'a accompagné pendant 3 ans sur la gestion de son image, puis ça s'est arrêté. Et Caroline Garcia, qui est la numéro 1 française, que je suis personnellement en termes de gestion d'image, mais là aussi il y a un contexte. Je la connais depuis longtemps, je lui ai donné sa première wildcard sur le circuit international. Et c'est pas quelque chose qu'on veut forcément développer. Mais bon, je le cite parce qu'on le fait. Et c'est quoi les événements? Alors, on a beaucoup parlé de basket. C'est quoi les événements les plus récents là que vous avez en cours de route ou en place ou qui vont arriver? Alors, bon, déjà donc on a parlé de la partie basket qui est assez puissante, et on y a ajouté dans le basket le 3-3, puisqu'on est prestataire de FIBA sur des événements 3-3, mais à l'étranger. Cette année, on a fait Philippines, Chine, Abu Dhabi, on fait beaucoup de 3-3. Et on est, alors le hand, on en a parlé aussi, on a une activité tennis très importante aujourd'hui, avec plusieurs tournois WTA et ATP, donc c'est un univers aujourd'hui qu'on connaît bien. Et organiser un événement de tennis, c'est assez spécifique aussi et assez intéressant. Et on a créé un marathon à Rouen, un événement running qui s'est déroulé à la 3e édition il y a 3 semaines, avec 8500 participants. Là aussi, en termes de concept d'organisation, c'est différent. C'est plus la même chose. Très intéressant, très difficile. Très très difficile, un peu comme le cyclisme, j'imagine. Et puis on a organisé, par exemple, un type d'anecdote, mais un événement assez fort aussi. C'est la première étape du World Paddle Tour en France. Le paddle, alors pas la rame, j'ai bien compris. Le paddle, le sport de raquette. Le sport moderne qui a le vent en poupe. On était prestataire pour organiser ça, et on s'est régalé. On a fait ça au Palais des Sports de Toulouse. Quand tu me parles de 3-3 de paddle, c'est quand même des sports qui ont le vent en poupe, qui sont assez modernes pour le coup. Oui. Le paddle, c'est un vrai développement. Et on est au début de l'histoire. Bien sûr. Mais c'était intéressant. On a fait 12 000 personnes au Palais des Sports de Toulouse, la dernière édition. Vraiment bien. Ça a du succès, c'est quand même pas mal populaire. Et dans ton équipe, alors en interne, j'imagine qu'il y a des spécialités de l'événementiel, les commerciaux peut-être. Vous avez une équipe de combien et comment elle fonctionne? Alors aujourd'hui, on est grosso modo en termes de permanence CDI, pour parler comme ça, on est 19 ou 20. C'est ce qui commence à faire un groupe, puisque en fait, on a fusionné avec une agence qui s'appelle TV Sport Events en 2019, qui avait des assets, par exemple le tournoi ATP de Montpellier, un raid aventure féminin en Martinique, etc. Et donc ça a étoffé humainement l'équipe, une vingtaine, et puis après on fait appel, ce qui est très, très important dans notre univers de l'événementiel, à des prestataires, des freelances, très important, parce que par exemple au All-Star, il y a 35 personnes en direct dans l'équipe organisation. Un tournoi de tennis en direct, c'est 25 personnes. Et toutes les personnes de l'équipe sont pas sur tous les événements, c'est impossible. Donc en fait, notre structure, on a des event managers, ou chefs de projet, comme on veut, event managers qui conduisent les événements. On a une partie commercial, avec 2 personnes qui sont là sur le développement commercial, de manière transversale. On a le back-office, parce que ça génère beaucoup de back-office. Et puis le management, c'est une structure classique d'entreprise. Mais on délivre beaucoup d'événements chaque année. Et alors, toi individuellement là-dedans, tu manages tout ça, ou tu as plus un profil commercial, c'est quoi un peu tu fais un peu de tout, j'imagine? Oui, il faut être polyvalent.
toute façon, c'est ce que je dis à tout le monde. La première chose, parce que l'événementiel, ça intéresse beaucoup de gens. Oui. Quand on voit venir des stagiaires et tout ça, et que ça intéresse. Mais ce que je dis toujours, c'est d'abord, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Ouais. Et après, le plaisir. Non, je plaisante, mais il y a l'adrénaline quand même de livrer un événement et qui est la passion et tout ça, c'est ce qu'on vient rechercher. Et puis, je sais pas pourquoi je disais quelle était ta question, je vais essayer de me chasser. C'était par rapport au fait que... Attends, on était sur quoi déjà ? Tu me parlais des stagiaires, des événements. Oui, ton rôle là-dedans. Oui, c'est ça. Et je dis toujours, si on veut faire un événement, il faut du carburant. Le carburant, c'est l'argent. Ouais. Donc, faut des partenaires pour les financer, tout simplement. Partenaires au public. Donc, c'est pour ça que, oui, ma fonction, il y a pas que moi, mais participer au développement commercial, c'est participer au management des équipes, et ça, c'est un élément clé. Ouais, bien sûr. Et on a la chance d'être entouré de collaborateurs de grande qualité, fidèles, et ça, c'est très important dans notre univers. Et puis être présent, oui, en termes opérationnels sur certains événements. Moi, j'en ai gardé, moins aujourd'hui. Mais par exemple, je vais garder le All-Star Game toujours parce que c'est un événement que j'adore. Et par exemple, le padel, quand on l'a créé, on est allé sur cet événement il y a 2 ans, je l'ai pris en termes opérationnels avec une autre personne parce que ça m'a intéressé de comprendre cet univers, le développement de la discipline, avec l'intuition qu'il pouvait y avoir un avenir intéressant. Et en plus, ça m'a intéressé. La discipline m'intéressait. En termes de pratique. Et t'arrives un peu à mieux cerner d'ailleurs le paddle ? Comment ? T'arrives à mieux cerner le concept ? Oui, aujourd'hui. Tu maîtrises ? Oui. Devenu spécialiste ? Oui. Ouais, c'est cool. Et alors, je vais te partager un truc, parce que pendant mes études, j'ai fait des études sur l'événementiel. Et un jour, on a eu un prof qui m'a dit un truc qui m'a interpellé, que j'ai trouvé intéressant. Et je me dis, en parler à un spécialiste, c'est bien. La citation, ça voulait dire qu'en gros, il fallait toujours planifier le fait que le plan ne va jamais comme on l'avait planifié pour le coup. Alors c'est un peu complexe comme en gros, je trouve que c'est pas mal adapté à l'événementiel et j'imagine que avant un événement, on planifie, on prévoit, on dit que ça va se passer comme ça, etc. Mais j'imagine qu'il y a 1000 facteurs qui peuvent faire qu'un événement va ou ne va pas, extérieur ou non d'ailleurs. Type, je sais pas moi, ça peut être plein de choses en vrai maintenant, aujourd'hui en plus en 2023, ça peut être vraiment plein de choses. T'as des exemples un peu de choses comme ça ou d'ailleurs des bonnes pratiques qui fait que quand le plan va pas comme on voudrait, on s'adapte ou tout ce qui va avec. Oui. Déjà il y a certaines méthodes pour organiser. En fait, la spécificité de notre métier, c'est ça aussi, on le dit toujours aux stagiaires, c'est que il y a un tronc commun de choses à faire évidentes. Parce qu'en fait, les postes, c'est quoi ? C'est le commercial, c'est la production logistique, c'est la communication. Donc, si on travaille bien sur l'ensemble de ces assets, mais qu'on va pas au bout du détail, c'est là où ça va se voir. Et là où vient le problème. Ça oblige à être très méticuleux, j'imagine, ou très. Très. Et ça, vraiment, quand on travaille avec des jeunes, c'est quand ils arrivent au bout de leur stage, de leur contrat en alternance, par exemple, à chaque fois, ils disent la même chose. Je n'imaginais pas qu'il y ait autant de détails que le public ne voit pas. Non, bien sûr. Donc après, évidemment, il peut se produire des choses inattendues, notamment quand tu crées un lieu éphémère. Un lieu éphémère. Tu travailles sur plan, tu te projettes, mais la réalité, quand tu installes, elle est jamais celle-là. Donc, faut toujours il y a toujours une mauvaise surprise technique, et c'est là où tu peux travailler pendant 6-8 mois sur un événement, mais quand tu es confronté à l'installation, c'est là où tu fais les réglages avec tes prestataires techniques. Après, il y a les choses inattendues, structurelles ou conjoncturelles. Conjoncturelles, par exemple, quand on faisait la Leaders Cup à Disneyland Paris, c'était dans un lieu qui s'appelait la Disney Event Arena, en fait, qui est une grande tente. Mais cette tente, elle est dans une zone où il y a une prise au vent très forte. Et tu sais, à Disney, là, c'est un plateau, et le vent est sur... L'avant-dernière édition, il y avait une alerte au vent très importante, avec la tente qui bougeait. Mais que la tente bouge, c'est normal, il vaut mieux qu'elle bouge. Sauf que l'impression que ça dégageait était quand même assez particulière. Et
On était à la limite de l'évacuation pendant 2 jours sur 3 de l'événement. Et pendant 2 jours sur 3, je n'ai fait que être en cellule d'alerte avec les gens de Disney pour vérifier les anémomètres, etc., être en relation avec... voilà. Et donc ça, voilà, ça fait partie... transpirable. Oui. Et puis, Ouais. bon, voilà, après, mais il y a toujours un impondérable qui peut arriver. Il y a... par exemple, on fait un tournoi de tennis WTA 250 à Lyon et prépare le tournoi. Normalement, c'est festif. Et le jeudi, c'est la guerre en Ukraine pour le tournoi qui démarre le samedi. Le samedi, ouais. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a une joueuse ukrainienne, Diana Yastremska, qui s'enfuit de son pays, qui laisse ses parents sur l'autre rive et qui rejoint Lyon. Et là s'ensuit, évidemment qu'on peut l'imaginer, c'était un choc de la guerre avec comment on traite les joueuses russes sur le tournoi, avec la joueuse ukrainienne qui arrive avec sa sœur, etc. Donc, relation avec la préfecture, avec la WTA au plus haut niveau, le président mondial, etc., les médias. Donc ça, voilà, tout était... il y avait rien de particulier le mercredi, et puis le jeudi, c'était le jour. Donc tu dois t'adapter. Vous avez géré comment avec elle, finalement ? Elle a pu faire le tournoi et tout ça, elle a fait le tournoi. Dans la journée du samedi, la fédération internationale, enfin WTA, a dû se mettre d'accord avec le comité olympique, la fédération française, pour que les joueuses russes puissent jouer, mais que leurs emblèmes ne soient pas identifiés dans le tournoi. On était le premier tournoi. Ok. Donc là, t'es le premier t'es en première ligne, en plus, t'es obligé de gérer tout ça de A à Z. T'es en première ligne. Absolument. Okay. C'est une bonne Absolument. Et autre exemple, Covid, mais ça, tout le monde l'a vécu, mais dans l'événementiel particulièrement. Tu vois, le trophée BNP Paribas de la famille, on devait faire la finale nationale à la Grande Motte et on avait 380 inscrits. Pareil, c'était le mercredi soir on partait pour le samedi, et le jeudi matin c'était annulé. Et donc il fallait gérer les 380 personnes. Voilà. Donc il se passe toujours quelque chose. C'est ça. Et sujet facile ou compliqué, mais alors le Covid, ça a dû vous faire vraiment mal pour le coup. Maintenant, là, avec un tout petit peu de recul. Oui et non, parce que en fait, il faut déjà voir le bon côté enfin le bon côté, pas le bon côté, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Quand on travaille avec des confrères étrangers, ils nous disent mais qu'est-ce que vous avez de la chance d'être en France. C'est-à-dire qu'en France, on a eu des aides Covid. Oui, c'est vrai. Qu'aucun pays n'a eu. Donc, à la fois PGE, à la fois le chômage partiel, etc. Donc, ce qui a permis d'amortir le choc pour toutes les entreprises, pas que pour nous. Et puis, on avait la chance de travailler dans le tennis, qui a une économie qui est assez forte et qui nous a permis de livrer des tournois à huis clos avec un modèle économique qui était correct. Donc les deux assemblés ont fait que, évidemment, on n'a pas gagné d'argent, mais on n'a pas perdu d'argent, c'était flat. Et voilà. Donc on a traversé la période Covid sans dommage, et en repartant gonflé à bloc, évidemment. Et alors, pour revenir à aujourd'hui et tout ce qui va avec, alors tu nous as dit que tu as démarré régie publicitaire pour des clubs de basket, à l'époque c'était mettre des panneaux, j'imagine, etc. T'as vu comment l'évolution un peu des réseaux sociaux, j'imagine que pour vous dans la com ça modifie plein de choses, dans l'évolution en 10-15 ans ça a dû être incroyable. C'est quoi un peu les clés actuellement pour justement bien communiquer sur un événement et être un peu plus attractif ? Bien communiquer, moi je vais enfoncer des portes ouvertes, tu l'as dit, c'est la révolution des réseaux sociaux qui fait que on doit se staffer déjà. Ça pour moi c'est la première conséquence. Oui, parce que se staffer c'est du budget oui, bien sûr. Et des compétences. Et on l'a oublié, mais ces postes-là n'existaient pas avant. Donc il faut de la compétence en interne ou externalisée pour communiquer vers sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que c'est ça. Et puis c'est de se démarquer sans tomber dans le n'importe quoi aussi. Donc voilà. Il n'y a pas eu finalement d'énormes évolutions. C'est plutôt dans aujourd'hui vis-à-vis du public. Le public, plutôt que les réseaux sociaux, c'est
En fait, on a tous une télévision haute définition dans la main. C'est clair. Ouais. Donc le degré d'exigence, il s'est élevé Ouais, bien sûr. énormément. Et nous, dans l'événementiel, c'est ça qu'on doit avoir en tête. Ouais. Et vous avez mis en place des choses par rapport à ça, justement? Mais j'imagine que oui, mais est-ce que tu as des exemples de choses que vous avez mis en place pour justement te dire qu'en effet, maintenant, là, je pense que tu prends une photo d'un All-Star Game dans le public, je pense qu'il y a bien 30% des gens qui sont sur le téléphone, qui ont le téléphone, etc., ou qui prennent une photo, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, je pense qu'il faut toujours améliorer la qualité des outils techniques, la lumière, le son, l'image. Ça, c'est la base. Mettre de l'argent là-dedans, c'est très, très important. On voit encore, malheureusement, des arénas, des nouvelles arénas qui sortent et qui n'ont pas cet équipement-là ou pas. Et c'est pas possible. On peut plus aujourd'hui se contenter d'investir dans le béton. C'est pas possible. Hein. Et puis et après l'évolution, je sais plus ce que je veux dire. J'ai une idée que je vais perdre de mon fil là, mais c'était par rapport à l'évolution du public, là, le public qui est très demandeur, qui est digital, qui a son téléphone, exactement. Par exemple, en billetterie. Ça paraît évident, mais tous les événements doivent être digitalisés, c'est-à-dire avec accès en 2 clics à ta billetterie, dématérialisé, etc., avec des outils pratiques. Donc ça aussi, ça paraît évident de le dire aujourd'hui, mais c'est pas le cas sur tous les événements. Mais ça c'est une évolution aussi importante. Et dans la continuité de ça, j'imagine que c'est un secteur où tu dois sans cesse te renouveler. D'une manière ou d'une autre, c'est quoi un peu vos inspirations, ou tes inspirations, ou tes équipes? Comment vous inspirez pour faire en sorte d'être toujours dans le renouveau, plaire au public? Alors j'imagine qu'il y a des tendances sociétales, mais il y a peut-être aussi d'autres pays. Tout à l'heure tu parlais un peu des États-Unis qui ont été quand même, j'imagine, pas mal précurseurs au fur et à mesure du temps. C'est quoi un peu aujourd'hui là vos inspirations pour arriver à toujours essayer d'être devant, on va dire? Alors, plaire au public, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un événement entertainment, sportainment, là évidemment c'est la question que tu poses. Mais la plupart de nos événements, c'est quand même des événements sportifs avec un enjeu sportif. Oui, qui sont cadrés par une ligue. Cadrés, et puis où les gens ils viennent avant tout pour l'intérêt sportif. Pour l'intérêt sportif. Ouais, je comprends ça. Tu vois. Donc quand tu fais un tournoi de tennis, les gens qui viennent, ils viennent à une demi-finale ou une finale, ils viennent pour les demi-finales et finales. Donc nous, ce qu'on doit donc déjà privilégier en premier, se souvenir de ça. Mais ça, c'est important. Parce que des fois, on a tendance à travailler sur tout le reste et à délaisser le sportif. Alors que ça commence par le sportif. Et donc, l'accueil des sportifs, faire en sorte qu'ils soient considérés, qu'avoir de la reconnaissance, qu'ils sentent de la reconnaissance, en fait. Et comme ça, ils peuvent s'exprimer, ils sont bien, ils reviennent, et puis vers le public, ça se passe bien. C'est très important, ça. Et après, soigner tout l'environnement, tout simplement. L'accueil, la signalétique, c'est tout bête. Tu vas dans une arena ou dans un stade. C'est compliqué. Oui. Surtout si c'est très grand. Oui. Enfin, des choses finalement assez simples. Et tu as vu des bonnes pratiques récentes, là, pareil, tu peux ne pas avoir d'idée, mais des bonnes pratiques récentes de l'étranger ou d'autres événements que tu as pu voir, que vous avez essayé de mettre en place, sans parler de copier, mais en tout cas de dire, ok, ça marche dans un pays ou ça marche sur tel sport, peut-être qu'on pourrait essayer sur un autre sport ou dans d'autres pays. Tu vois des choses que vous avez essayé de mettre en place comme ça? Alors, déjà copier, c'est pas un gros mot. Alors c'est pour ça que j'ai pas dit copier, j'ai dit s'inspirer. Non, on s'inspire, mais c'est plutôt une vertu de faire du benchmarking sur les bonnes pratiques. Donc oui, on prend. J'ai pas un exemple précis à la minute, mais évidemment, on regarde ce qui se fait aux États-Unis, en Allemagne notamment. Où il y a des innovations quand même. En Espagne aussi. On regarde. Et alors là. Plus par rapport à ce que vous avez fait dans votre expérience, tu as des exemples d'événements que tu peux considérer comme pas ratés, c'est pas le mot, mais en tout cas sur lesquels tu as été vraiment particulièrement déçu pour plein de raisons, on en a parlé un peu, et versus des événements que tu dis, celui-là c'était vraiment une réussite pour ça et ça et ça. J'imagine que tu en as. Alors on peut parler des réussites plutôt, on va pas parler des échecs, mais c'est bien. Non, mais alors, objectivement, on a toujours réussi. Non, on n'a pas un échec, non. Okay. On n'a jamais eu d'échec sur un événement, mais vraiment,
que ce soit en termes d'organisation ou financier. Et c'est du bois, on n'est jamais à l'abri. Hein. Oui, bien sûr. Non, il y a des moments qui sont plus ou moins bien passés. Je reprends un exemple sur le All-Star Game, sur le tir à 100 000 euros. On a eu un super moment et il y a eu un très mauvais moment. Le très mauvais moment, c'est... on avait le cadreur qui vient cadrer sur la personne qui était désignée pour tirer ce... Et en fait, le cadreur, il fait un plan trop large. Okay. Et il va sur 2 personnes. Et la personne c'était Georges Eddy qui devait donner, il se trompe de personne. Aïe, ouais, ok. Et c'était pas la faute de Georges Eddy, c'était la faute du cadreur, piloté par le réalisateur, qui était une star à l'époque, ça remonte dans l'événementiel et qui est plus là. Parce qu'on a eu une grosse discussion à la fin. Et en fait, il sort le candidat qui s'est mis à dos tout le public. Qui a eu un comportement totalement nul. Je me rappelle de ça, j'ai lu ça. Oui, absolument. Ok, c'est bon, je me rappelle. Totalement nul. Oui. Et il s'est fait siffler et il a fait son truc, il n'a pas touché l'écran et tous les gens reprenaient airball. Et c'est devenu viral. Sauf que c'était lourd. Parce que le dernier carton, il a été très lourd parce que voilà, on s'est détourné de l'événement pour aller vers ce gars qui avait aucun intérêt, mais on connaît aussi les comportements de foule. Et là, tu es organisateur et tu te dis, c'est pas possible, on fait un show. Et là, ce gars-là nous pourrit le show, quoi. Avec une erreur technique. Oui, en plus, ça s'était produite. Difficile. C'est pas évident quand tu prépares un événement pendant 8 mois, tu vois. Mais par contre, à l'inverse, tu parlais de ça. À l'inverse, t'as eu le shoot. Ça, c'est incroyable cette affaire-là. Ouais, incroyable. C'était un truc énorme. Le titre. Bon, j'imagine en plus zéro attente là-dessus. Tu te dis jamais à un commandé qui va marquer. On le souhaite. Oui, tu le souhaites toujours, mais tu te dis quand ça arrive, c'est fou. C'est énorme. Incroyable. Et on aimerait bien que ça se reproduise. Peut-être cette année, on le sait pas. Je sais pas. Et on sait pas. T'aurais une anecdote ou un truc comme ça on a plein d'exemples d'anecdotes. Tu vois un truc, une anecdote dont tu te rappelles que tu as vécu dans tous tes événements, un truc qui pourrait être sympa à nous raconter? Une anecdote spécifique, un personnage, quelque chose qui t'a marqué particulièrement. Alors j'imagine que tu en as vu des tonnes et des tonnes. Oui. C'est difficile de le ressortir un, mais là tout de suite, t'aurais une anecdote spéciale? C'était plutôt ça, c'était le tir à 100 000 qui était un moment incroyable quand t'as 15 000 personnes qui se lèvent et c'est un bruit incroyable. Après, il y a d'autres choses qui marquent, mais par exemple, quand on a fait l'Open WTA de Limoges de 125 en 2015, les demi-finales c'était le samedi et le vendredi soir c'était le Bataclan. Aïe, ok. Donc ça, incroyable. Bien sûr. Le temps s'arrête. Et donc il y a une décision à prendre le lendemain. Est-ce que le tournoi continue ou pas? Donc pareil, là, pendant une matinée, on n'a pas su. Il a fallu la décision été prise par la préfecture, etc. Et le dimanche, c'est Caroline Garcia qui gagne le tournoi. Et qui fait un discours comme ça se fait à la fin des finales de tennis, qui fait un discours incroyable. Avec autant une dimension, une émotion. Alors évidemment, il y avait l'événement dramatique du vendredi soir, mais le discours qu'il y avait 4000 personnes, 2 jours après, alors qu'on devait fermer la salle, etc. Et ça a été un moment incroyable d'émotion. Donc en fait, l'événementiel, et pour les équipes qui travaillent dedans, c'est beaucoup ça. C'est-à-dire, c'est très dur, parce que tu travailles le samedi, le dimanche, le sport samedi, dimanche, il faut accepter, etc. Mais à la fin, t'as des émotions quand tu fais partager des choses au public, t'as les poils qui se dressent, quoi. Tu m'étonnes. J'imagine c'est pour ça que tu continues de faire ça encore. Alors c'est pas toujours ça, mais c'est aussi pour ça que ça, c'est bien. On essaiera de retrouver des images de ce discours-là, je pense qu'on pourra l'intégrer. Et alors à titre perso, parce que je pensais à ça, t'es quand même très lié au monde du sport. T'as jamais été sollicité par alors plus tard maintenant pour l'événementiel, par des clubs, ou toi t'as jamais envie de travailler pour un club par exemple, parce que c'est quand même un enjeu du club, l'événement soir de match ou l'événement tournoi, peu importe ce que c'est. Il n'y a pas toujours des très bonnes pratiques. Tu n'as jamais été sollicité par un club ou toi eu envie de travailler pour un club? Si, on a été sollicité, on a travaillé. Non, c'est pas par un club. L'année dernière, on a fait la finale du championnat à Roland-Garros, mais c'était pour la Ligue là, en quelques jours.
C'est une prouesse d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que ça, c'est sorti vite, je me rappelle. Incroyable, tu vois. On organisait un match à Roland-Garros 8 jours avant. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. La décision a été prise le mardi et le match a eu lieu le jeudi soir. Incroyable. Et 3 jours après la fin du tournoi de Roland-Garros. Donc mais bon, là aussi, c'est l'événementiel. Ouais, c'est clair. Non, on a été sollicité par Paris Basket là pour faire des événements un peu spéciaux, mais on n'a pas donné suite, on n'a pas pu, parce qu'on peut pas tout faire en fait. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, pareil, toujours pour rester sur toi, j'aime toujours cette petite question dans ce podcast. Avec tout ce parcours incroyable et extraordinaire dans le sport, l'événementiel sportif, le business du sport, si tu devais reparler au petit Pascal enfant ou adolescent qui aime le sport, qui aime le tennis, qui aime le basket, qui est à Limoges, et lui donner un conseil ou, je sais pas, lui dire quelque chose qui ferait du sens aujourd'hui avec ton parcours, tu lui dirais quoi? C'est difficile, hein. Oui, je sais, j'aime cette question. C'est pour ça que je la pose. Non, mais peut-être une banalité qui est. Moi, je t'ai parlé plusieurs fois d'intuition, mais je pense que c'est vraiment ça. Allez, quand on a une passion pour un vrai intérêt, parce que passion, des fois, ça peut aveugler, mais un vrai intérêt pour un univers, et on a souvent les bonnes intuitions. Il faut pas se mettre de frein. De freins, tu vois, familiaux ou institutionnels ou des autofreins. Il faut aller au bout des idées qu'on a. Et ça, moi, j'ai essayé de le faire, mais peut-être pas suffisamment. Tu vois. Et donc, tu dirais ça au petit Pascal? Je dirais ça. Ok. Je dirais ça. Et alors, dernière chose, pareil, une question difficile aussi, mais j'aime bien ça. C'est un peu un coup de pouce que tu pourrais nous donner. C'est que on invite maintenant nos invités à nous proposer ou émettre ou imaginer un invité qui pourrait correspondre à ce qu'on essaye de faire dans ce podcast. Donc, on a Romain Marnier qui nous a fait une proposition. Ce serait quoi ta proposition de potentiel invité qu'on pourrait inviter? Peut-être même tu pourrais nous mettre en relation avec lui, dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, qui c'est que tu verrais pouvoir venir s'asseoir ici ou on pourrait aller le voir pour faire un épisode qui aurait du sens et qui correspondrait à ce qu'on veut faire? Bon, il y en a plein, mais alors, moi je vais vous proposer une personnalité, ça va vous surprendre, c'est pas dans le basket. C'est bien, tant mieux. Et c'est pas forcément dans les univers que vous avez l'habitude de traiter, mais c'est un arbitre de tennis, il s'appelle Kader Nouni. Ok. Kader Nouni, c'est un des plus grands arbitres de chaises du circuit mondial, plutôt sur la WTA et les grands chelems. Il a fait plein de finales en grand chelem. Il est français et son surnom c'est le Barry White des cours. Ok, il a une grosse voix. Il a une voix, à tel point que il est sollicité par Adidas dernièrement pour faire un spot de publicitaire avec l'image et sa voix, parce qu'il a sa voix. Et par exemple, pour être à la Wimbledon et aller prendre un verre avec lui dans les années de Wimbledon, tous les 3 mètres, il signe des autographes. Et c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, et je pense qu'il peut être intéressant avec un éclairage un peu différent, d'ailleurs, des invités que vous pouvez avoir habituellement. Voilà. Super, on essaiera de le trouver. Peut-être que tu pourras nous mettre en relation. Avec plaisir.